Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... She was waiting for a date arranged through Tinder. Just hours later, the 27-year-old man she met turned out to be her murderer. I dialed 111, but I didn't hit the button. I was scared how bad it looked. Why did you think it looked bad? There's a dead person in my room. I thought it looked terrible. Des histoires étranges de l'ère numérique. À l'automne 2018, Grace Millane, une jeune femme britannique pleine de vie, entame un voyage de 2 ans à travers le monde. Le 20 novembre, elle arrive à Auckland, en Nouvelle-Zélande, une étape importante de son tour du monde. Cependant, le 1er novembre, Grace est vue pour la dernière fois à l'hôtel City Life à Auckland, en compagnie d'un mystérieux homme qu'elle aurait rencontré sur Tinder. L'inquiétude grandit lorsque Grace cesse de répondre aux messages de sa famille le 2 décembre, soit le jour de son 22e anniversaire. Alarmée par son silence, sa famille au Royaume-Uni signale sa disparition et les autorités vont parcourir des heures de vidéos de surveillance et de preuves numériques pour reconstituer les événements de la soirée. Suivez-nous dans cette histoire tragique qui a choqué la Nouvelle-Zélande. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi parce qu'on enregistre un épisode spécial ce soir. Oui. Hein? C'est un épisode qui a été voté par la communauté, donc vous, les auditeurs et auditrices de Distorsion. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait ça. Oui, exact. Je me souviens plus la dernière fois, pour être bien franc, qu'on le fait. J'avais l'impression qu'on le faisait à chaque année, mais tu as raison. Je pense qu'avec la pandémie et tout ça, on a peut-être sauté. On a sauté quelques années. Mais bref, on a fait voter les auditeurs et auditrices de Distorsion sur notre groupe de discussion privé sur Facebook. Vous avez été plus de 700 personnes à répondre au sondage, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est l'histoire dont on va traiter aujourd'hui qui est arrivée en première position. Donc c'est une histoire qui est tragique, mais à la fois fascinante parce qu'elle regroupe plusieurs aspects de l'ère numérique qui ont aidé à faire avancer l'enquête, puis de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Ouais. Et vous allez voir, on tombe à fond là, dans ce qui peut être même proche de l'abus de caméras de surveillance. Exact. Parce qu'on va en parler un peu. La Nouvelle-Zélande, c'est un endroit où il y a énormément de surveillance par caméra, de technologie très avancée. En faisant de la recherche, je sais pas si ça a été ton cas, Seb, mais en faisant de la recherche sur cet épisode-là, j'ai jamais vu des images de caméras de surveillance d'une qualité aussi avancé. Oui, pour vrai, on a pu suivre carrément tous les allées et venues des personnes concernées pendant toute la soirée. Oui, c'est presque une qualité HD. Et on remonte quand même à 2018, qui a 5 ans. Donc, puis nous, on regardait ça sur YouTube. Là. C'est pas les images sources. Là. C'est compressé 1000 fois. Là. C'était surprenant. Donc, Oui, donc on va se plonger là-dedans. C'est une histoire vraiment troublante. Je vous le dis, vous allez être choqués, vous allez être frustrés même. Il y en a certains ou certaines parmi vous que ça va peut-être vous enlever le goût de voyager même, ou du moins de faire des rencontres amoureuses en voyage. Parce qu'on tombe dans un extrême ici. Quelqu'un qui avait une double vie aussi, vous allez voir, c'est assez intriguant comme histoire, puis c'est très, très tragique en même temps parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans la personne de Grace Millane. Oui, absolument. Plusieurs personnes, après leurs études, ont voulu découvrir le monde, partir en voyage, et c'est son cas à elle. Puis c'est toujours triste quand quelque chose comme ça arrive parce que ça enlève aux gens parfois le goût de faire la même chose. Ah oui, t'as raison. Moi, j'ai peur pour on dirait que mon enfant, quand elle va être plus vieille puis qu'elle fasse ce genre de voyage-là, je vais bien m'assurer de la mettre en garde contre tout ça parce que mais tu sais tellement jamais sur qui tu peux tomber malgré ton instinct, malgré ton intuition qui peut t'envoyer des signaux. Tu peux être malchanceux aussi. Là. Puis il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus à cause de ces gens-là. Non, c'est clair.
Et en after show, Seb, tu vas nous parler d'une autre histoire tragique déroulée en voyage. Hein. Pourquoi pas, on reste dans la thématique avec encore une présence de caméras de surveillance, cette fois-ci au Costa Rica, une histoire dont on a peu entendu parler, celle de Carla Stefaniak. Exact, une Floridienne qui elle aussi a voulu souligner son anniversaire. Elle est partie, je crois que sa soeur, sa belle-sœur, et malheureusement, elle n'est pas revenue. Donc, on va couvrir cette histoire-là. Puis aussi, on va un petit peu approfondir le système de caméras de surveillance de la Nouvelle-Zélande, parce qu'à l'époque, en 2018, c'était une technologie chinoise, hein, puis on connaît un peu, la réputation des Chinois à surveiller la population, à utiliser les données qui peuvent transiter à travers leur technologie, donc tout le côté éthique, mais aussi confidentialité. Donc, on va creuser ça un petit peu dans l'after show. Yes. Et l'after show, on vous rappelle, c'est pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, parce que il y a déjà une tonne de contenu. Il y a plein de bonus qu'on a fait. Oui. Et il y en a d'autres qui s'en viennent au courant des prochaines semaines. Donc, on est en pause, mais pas vraiment. Exact. On est en vacances, mais jamais vraiment en vacances. Et puis, évidemment, on va repartir une prochaine saison à l'automne. Donc, abonnez-vous à Patreon. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Oh no. Et qu'est-ce qu'on boit cette semaine, Seb, pour passer au travers de cette soirée? Je nous ramène une bière du Colorado, en fait. Je suis pas allé au Colorado, mais je suis allé aux États-Unis et j'ai ramené cette bière-là. C'est la Voodoo Rangers Juice Force IPA. Oh, elle est vraiment très bonne. Ah oui, c'est une Easy IPA comme on aime. La compagnie, c'est New Belgium Brewing Company. Et c'est une bière, assez forte, à 9.5. Oh, 9.5. Je savais pas que c'était 9.5. Oui, non, exact. Que je buvais là. Okay. Ça goûte pas le 9.5. C'est une petite canette, donc rassurez-vous chacun. Sinon, elle a des houblons de Mosaïque, de Chinook, de Fato, Galaxy, Strata, Lotus et Sabro. Donc, un beau mélange, honnêtement, au niveau de l'agrume. Moi, je les trouve très, très bonnes. En fait, Voodoo Ranger, ils font une série d'IPA un peu variée. Je vous le recommande si vous pouvez mettre la main là-dessus. Donc, voilà. Bon, ben, merci de nous avoir... merci de nous avoir amené ça de voyage, mon Seb. C'est une tournée de bière qui nous vient de Cindy Boily-Thibault. Donc, merci à toi, Cindy. Elle nous a offert ça grâce à la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Exact. Et on a aussi un autre shout-out qui nous vient d'une review 5 étoiles, Seb. Oui, ça vient de GT6. Donc, il nous dit « Incroyable, j'écoute ce podcast en rafale depuis plus d'1 mois au travail. Les journées ne m'ont jamais paru passer aussi vite. J'adore le suspense présenté par Émile et Seb qui fait en sorte que je ne peux arrêter d'écouter ce podcast. Ne lâchez surtout pas les gars. Merci à toi, JT. Yeah. Inquiète-toi pas, on ne lâche pas. » Alors, Seb, sommes-nous prêts à nous lancer dans l'histoire tragique du meurtre de Grace Millane? Oui, mais juste avant, Émile, nous devons donner un shout-out à notre commanditaire d'aujourd'hui, le Centre de formation professionnelle des Riverains. Dis-moi, Seb, est-ce que tu as déjà pensé à démarrer ton propre business, par exemple une boutique de vêtements vintage, là? C'est tellement à la mode, Émile, que j'en rêve, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai la solution pour toi, c'est le CFP des Riverains, le Centre de formation professionnelle, qui propose un programme gratuit de lancement d'entreprise en ligne qui t'offre toutes les connaissances requises en seulement 14 semaines. Oh wow, c'est exactement ce que je cherche, Émile, mais est-ce que le programme est uniquement pour un certain type d'entreprise? Pas du tout, Seb. Que tu envisages d'ouvrir un studio de yoga ou encore une firme d'architecte, ce programme est ouvert à tous. Incroyable! Mais est-ce que je peux y assister, là, c'est l'été, là, depuis mon hamac en sirotant un petit matcha? Ben oui, c'est sûr. Tout ce que tu dois faire, c'est de t'inscrire sur le site web du Centre de formation professionnelle des Riverains à l'adresse suivante, le cfpriverain.qc.ca/programme-lancement et c'est là que tout se passe. Oh, mais dis-moi, est-ce que le programme est éligible pour les prêts et bourses? Tout à fait. Tout est prévu pour te faciliter la tâche. Donc, si tu rêves de créer ta propre business, inscris-toi dès maintenant au programme de lancement d'entreprise du CFP des Riverains. Merci pour l'info, Émile. Donc, si vous voulez démarrer vous aussi votre propre entreprise, que ce soit dans la fabrication de vins maison, l'industrie du gaming, la restauration rapide, même la création de parfums personnalisés, rendez-vous sur CFP-Riverain avec un S.qc.ca/programme-lancement pour vous inscrire. C'est gratuit,
entièrement en ligne, alors n'hésitez plus. Je pense qu'on a tout dit, Seb. Le lien va être dans la description, bien évidemment. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le meurtre choquant de Grace Millane? Oui, monsieur. Et madame. Yeah. Grace Millane est née le 2 décembre 1996 au Royaume-Uni. Elle a grandi dans la région d'Essex, en Angleterre, et a étudié à l'université de Lincoln, où elle a obtenu un diplôme en publicité et marketing. Grace provient d'une famille aimante. Ses parents, David et Gillian Millane, sont des parents aimants et très attentifs. Elle a aussi 2 frères plus vieux qu'elle. Grace a reçu une bonne éducation bienveillante de la part de sa famille. Comme mentionné précédemment, elle a étudié à l'Université de Lincoln au Royaume-Uni, où elle a obtenu un diplôme en publicité et marketing, mais elle a aussi toujours eu un intérêt envers les communications. Elle est décrite comme une jeune femme énergique, curieuse et aventurière. Physiquement, Grace est une très belle jeune femme aux cheveux bruns pâles longs, toujours souriante, avec un beau visage un peu rond, si je pourrais dire. Ouais. Sur Instagram, elle publie des œuvres d'art de son cru, des peintures à l'eau vraiment belles, des visages, des animaux, des scènes un peu là, qui ressemblent à un film ou à un rêve. Oui, Même, vrai, elle avait vraiment un talent artistique là, qu'elle exposait là, sur Instagram. En 2018, alors qu'elle est âgée de 22 ans, elle décide de mettre sur pied un projet de voyage qui l'occuperait toute l'année après avoir obtenu son diplôme. Elle avait un grand intérêt pour les voyages et avait décidé de faire un voyage en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'une expérience de découverte personnelle après avoir terminé ses études. Le voyage en Nouvelle-Zélande était une expérience unique et une occasion pour elle de visiter un pays éloigné et de vivre de nouvelles aventures. En fait, Grace avait pris une année sabbatique complète cette année-là, après ses études, pour voyager tout au long de l'année. Elle avait d'ailleurs fait un voyage de groupe avec d'autres étudiants en Amérique du Sud pendant 6 semaines, avant de décider de partir seule pour la Nouvelle-Zélande. En Amérique du Sud, elle souhaitait suivre les pas de sa propre mère, qui elle aussi avait visité le Pérou ainsi que le Chili dans le passé, probablement à la même époque, là, entre ses études et sa vie professionnelle. Donc, elle voulait suivre les traces de sa mère. Quelque part, c'est cool. Ben oui, vraiment. La Nouvelle-Zélande est connue pour sa beauté naturelle époustouflante, avec des paysages variés, allant des montagnes aux plages, en passant par les forêts luxuriantes. Le pays offre également de nombreuses possibilités d'activités de plein air, comme la randonnée, le kayak, le saut à l'élastique, le slackline et bien d'autres. Grace était probablement attirée par ces aspects de la Nouvelle-Zélande et cherchait à explorer la nature et les aventures que le pays avait à lui offrir. Il s'agit d'une destination reconnue par les voyageurs de partout dans le monde, donc même seule, Grace savait qu'elle allait faire des rencontres tout au long de son voyage pour bonifier son expérience. Elle est d'ailleurs célibataire au moment de partir, mais elle ne compte pas s'empêcher de rencontrer des gens au fil des semaines si l'occasion s'y porte. L'objectif de Grace au départ était de demeurer pendant un séjour de 2 semaines en Nouvelle-Zélande après avoir passé ses 6 semaines en Amérique du Sud. Elle est entrée au pays le 20 novembre 2018 à Auckland. Ceci dit, elle est tout de suite partie de la ville, puis elle a fait un petit voyage dans la partie supérieure de l'île du Nord. Elle se rend à Cape Regina, où elle rencontre des gens avec qui elle se lie d'amitié et va d'ailleurs publier une photo de groupe des jeunes adultes sur les réseaux sociaux à partir de ce lieu-là. Jusqu'ici, tout se passe bien, la jeune femme est souriante et elle profite bien de la vie, là, on le voit. Elle est revenue à Auckland dans le but d'explorer plus intensément la ville le 30 novembre 2018, donc 10 jours plus tard après son arrivée au pays. Elle détaille son voyage habituellement via des stories qu'elle partage sur Instagram. Comme ça, ses amis, ses parents et ses proches peuvent suivre le voyage à distance. À Auckland, elle prend une chambre dans une auberge de jeunesse, le Base Backpackers, et partage un dortoir qui loge 4 personnes qu'elle ne connaît pas. À la fin de la journée, elle se branche sur l'application Tinder car elle a bien envie de rencontrer quelqu'un ou du moins de se divertir pendant quelques minutes sans forcément rencontrer. Elle va avoir un premier match avec un jeune homme ce soir-là, mais elle ne va pas partir en date avec lui tout de suite.
Elle va avoir un deuxième match sur l'application, donc elle va, avoir quelqu'un avec qui, je sais pas comment dire ça en français. Oui, en français, c'est, voyons, un match, ça l'a cliqué, comment qu'on peut... Voyons, c'est trop, je sais pas comment le dire. C'est quoi la traduction d'un match c'est pas Tinder? Une fusion, bref, une connexion du connexion, voilà, je pense que c'est ça le bon mot, connexion. Mais avec cette deuxième personne avec qui elle va matcher à Auckland, en fait, c'est avec cette personne-là qu'elle va passer la soirée, là, la soirée suivante. OK. Elle va avoir un deuxième match sur l'application et c'est avec ce deuxième homme, en fait, que Grace va passer la soirée. Elle va revenir cependant dormir comme prévu à son auberge après son rendez-vous. On est le 30 novembre 2018. Le 1er décembre, elle part explorer le centre-ville d'Auckland. À différents moments, elle va être vue là, par les caméras de surveillance, entre autres sur Victoria Street, dans le quartier central des affaires, et elle va être vue aussi un peu plus tard, en fin de journée, dans le complexe de Sky City. Ça, c'est comme un peu un complexe où on retrouve des hôtels, des boutiques. Oui. C'est un genre de centre commercial où on retrouve plein de choses, et des restaurants aussi. Okay. Là. Et elle va être vue dans ce méga complexe-là. Et c'est à partir de là qu'elle va prendre une photo du sapin de Noël qu'on retrouve dans le complexe Sky City et qu'elle va envoyer à sa famille avec son téléphone intelligent. Avant de poursuivre, Émile, j'ai fait des petites recherches sur l'auberge Base Backpackers, car lors de disparitions de voyage, on sait que c'est toujours intéressant de s'y pencher pour bien comprendre le contexte. Tout d'abord, Base Backpackers, c'est une chaîne d'auberges située en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ils fournissent non seulement des logements voyageurs, mais en plus, ils ont des guides qui offrent des services de visite et des tours guidés. Mais il est bon de savoir que l'établissement est maintenant définitivement fermé depuis quelque temps. Selon les reviews de Google, on dirait que la qualité du lieu s'était dégradée avec le temps. Plusieurs commentaires font état des chambres sales, de toilettes mal entretenues et même des draps souillés. Wesh! Aussi, il semblerait que la musique au bar peut s'éterniser jusqu'à 3 heures du matin. Malgré ça, rien n'indique que Grace y a connu une mauvaise expérience, mais je tenais quand même à en faire un petit portrait avant d'aller plus loin. Car les derniers lieux fréquentés peuvent souvent donner des indices sur les circonstances. Ben oui. Si nous revenons à notre histoire, on se rappelle que Grace avait matché, donc ou avait établi une connexion avec un autre homme le 30 novembre, qu'elle n'a pas rencontré. Elle est allée en date le 30 avec le deuxième homme avec qui elle a eu un match. Donc, le 1er décembre, elle se balade dans la journée dans le centre-ville de Auckland et en soirée, elle envoie, comme Émile vous disait, la photo de Noël à ses parents. Par contre, on ignore par la suite comment elle occupe son temps le reste de la soirée. Ses parents ne reçoivent pas d'autres photos ou communications de sa part cette journée-là. Le 2 décembre, c'est son anniversaire. Elle reçoit plein de messages de ses amis, de ses proches et de sa famille, et ses parents aussi essaient de l'appeler. Ceci dit, aucune réponse de sa part. Grace ne donne aucune nouvelle et n'envoie aucune photo le jour de son anniversaire, ce qui est assez bizarre, là. Ses parents commencent à s'inquiéter, évidemment, car elle est très, très communicative en général, et là, en plus, le jour de sa fête, c'est clair que c'est pas normal. Ben oui. Quelques jours plus tard, le 5 décembre, un rapport de personnes disparues est rempli par ses parents, puisque les circonstances sont trop hors du commun. Là, ça fait déjà 3 jours, ils ne peuvent plus attendre. Puis quand ta fille ou ta sœur ou peu importe est en voyage puis qu'elle ne répond pas le jour de sa fête, 3 jours, ça peut être très long là, dans l'attente. Ah, ça doit être incroyable. Tu peux plus rien faire. Tu dois juste penser à ça tout le temps. Le lendemain, les policiers diffusent un avis de recherche au public pour inviter les gens à porter attention afin de retrouver la jeune femme. Le 7 décembre, un vendredi, David Millane, le père de Grace, arrive en Nouvelle-Zélande pour aider aux recherches. Il n'a pas attendu plus longtemps avant de prendre son vol. Les choses pressent. Imaginez là, le sentiment d'impuissance lorsqu'un membre de votre famille disparaît là, dans un autre pays en plus. Là, c'est encore pire. C'est clair qu'on veut tout faire pour accélérer les recherches. Hélas, à son arrivée, le détective Scott Beard, chargé de l'enquête, a un mauvais pressentiment et il a la forte impression que les choses ont mal tourné pour la voyageuse. Oui, après quelques jours comme ça, on sait que tout est une question de temps. Ouais, exact. Mais bon, les recherches se poursuivent.
C'est bon de savoir que Auckland est une ville de 1,4 million d'habitants où le taux de crime est considéré très bas. Il n'y a presque aucun crime violent et selon plusieurs sites web spécialisés, les risques pour une femme voyageant seule de se faire attaquer ou encore kidnapper sont extrêmement bas lorsqu'on fait des recherches sur des sites de voyageurs et tout ça. Donc, c'est même un endroit qui est assez conseillé. Les crimes les plus probables sont les pickpockets ou encore des vols dans les chambres d'hôtel, puisque c'est une ville réputée pour accueillir un grand nombre de voyageurs. C'est une ville qui est considérée comme étant très sécuritaire. De plus, la ville comporte un nombre important de caméras de surveillance et ses équipements sont de très haute qualité. Il est important d'en parler parce que, comme on l'a dit, ça permet de voir énormément de détails. Puis l'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée en 2018, donc j'ose pas imaginer la qualité aujourd'hui en 2023 au moment où on enregistre. La ville comptait à l'époque plus de 5500 caméras de surveillance qui couvrent l'ensemble de la ville. Oui. Et les enquêteurs ont aussi accès aux caméras de surveillance privées des commerces d'une manière assez facile. Mm-hmm. Il y a même eu une controverse en 2022, Seb, puisque Auckland utilise des technologies majoritairement chinoises, en fait, pour leurs caméras, et des membres du gouvernement avaient peur que les Chinois utilisent ces technologies-là pour les espionner. Donc, c'est un débat en cours. On va en parler un petit peu dans l'after show aussi. Les caméras de surveillance dans la ville vont jouer un rôle clé dans les recherches ici pour retrouver Grace, et les policiers savent bien qu'ils doivent faire vite avant que les disques durs soient effacés. Ils vont bien sûr commencer par la dernière preuve numérique qu'ils ont de Grace, soit la photo du sapin de Noël prise à l'hôtel Sky City qu'elle a envoyée à ses parents. Ils vont commencer par cette étape cruciale afin de retracer le fil des événements. À partir de l'heure où le texto est envoyé, ils retracent les caméras de surveillance de l'hôtel Sky City. Ils vont toutes les regarder pour apercevoir Grace dans la même pièce que le sapin, en fait, qui envoie sa photo, vêtue d'une belle robe noire qui lui arrive mi-cuisse, peut-être. À partir de là, ils vont remonter le temps jusqu'à sa sortie de l'auberge Base Backpackers, où on la voit bien sortir de l'auberge et marcher dans la rue seule. À 17h45, toujours dans le hall de l'hôtel Sky City, on voit apparaître un homme de grande taille vêtu d'une chemise bleu pâle qui s'approche de Grace et lui donne un câlin. Il semble donc que Grace allait rejoindre cet homme mystérieux ce soir de décembre. Et décidément, ils ont l'air de bien s'entendre. Tu sais, Emile, c'est un peu normal, je pense, qu'ils aient choisi ce lieu-là pour une date, non? Parce que c'est un endroit public, justement, il y a plein de caméras de surveillance, donc c'est une zone neutre. Une zone neutre, exact, qu'on peut juger sécuritaire. Donc, surtout quand on fait du dating en voyage, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Donc, je peux comprendre cette décision-là. Oui, c'est clair. Je pense que c'est dans l'intérêt des deux parties. Exact. Pendant que des enquêteurs visionnent des centaines d'heures de vidéos de surveillance, d'autres enquêteurs s'attardent sur les réseaux sociaux de Grace et ils vont parler à une de ses bonnes amies qui est au Royaume-Uni, qui va leur confirmer que Grace était bien en date ce soir-là, car elle lui a envoyé un texto pendant la date alors qu'ils étaient dans un bar. Et selon cette amie, Grace lui disait que ça cliquait assez bien entre les deux, en ajoutant que c'est généralement assez rare pour elle. Ils vont bien sûr regarder attentivement le profil Facebook de Grace, qu'elle entretient assez fréquemment, et ils vont remarquer un tout petit détail, Seb, qui semble d'abord banal, mais qui mérite une certaine attention. Écoute bien ça, il y a un homme nommé Jesse Shane qui a commenté la photo de profil de Grace le soir même où elle a disparu. Cet homme a même le commenté en disant qu'elle était belle et radieuse sur sa photo. Bizarre un peu, donc ça fait une autre preuve numérique qui contribue à la chronologie. Oui, exact. Puis ce Jesse Shane-là semble être assez nouveau dans la vie de Grace, puisque ni ses parents, ni ses amis proches ne semblent être au courant de qui il est. Non, exact. Les policiers, ils demandent justement, les parents sont là, le père de Grace, il est en ville, il est avec eux, et puis non, lui, il connaît jamais entendu parler de cette personne-là qui complimente sa fille sur Facebook. Non, c'est étrange, mais après, c'est possible que ça soit quelqu'un qu'elle a rencontré au cours de ses derniers voyages, là, évidemment. Ceci dit, c'est suffisant pour que les enquêteurs soient intéressés à le rencontrer. Ils vont donc rapidement convoquer Jesse à un entretien au poste, sans toutefois l'accuser de quoi que ce soit. Quand il arrive en interrogatoire,
les enquêteurs remarquent tout de suite l'homme qu'ils ont vu sur les caméras de surveillance qui s'appelle en fait Jesse Shane Kempson. Il fait environ 6 pieds 2, il a une forte carrure, les cheveux courts rasés sur le côté. L'homme est très collaboratif et s'exprime très bien. Ils vont l'inviter à leur décrire la soirée en détail. Il est important aussi de noter que pendant ça, d'autres enquêteurs continuent de visionner sans relâche les caméras de surveillance des endroits ou des commerces avoisinants. Ils vont aussi regarder les vidéos tirées du bâtiment où Jesse habite, le City Life, où il loue un appartement. En parallèle, Jesse se présentait comme un consultant et un businessman qui a eu beaucoup de succès, mais lorsqu'on voit son appartement, on croirait voir une vieille chambre d'hôtel cheap là, qui n'a rien à voir avec un homme d'affaires prospère là, qui se respecte. Non, pas du tout. Là, on va y arriver un petit peu plus tard, mais là où il habite, le City Life, c'est une espèce de méga hôtel, donc il doit louer une chambre au mois, là, quelque chose comme ça. Là. C'est pas ce qu'on s'attend d'un businessman ou d'un consultant en marketing à bonne réputation. Non, exact. Jesse est drôlement habillé pour son interrogatoire. Il porte des vêtements qui ont l'air trop petits pour lui, dont des pantalons de ville, une chemise blanche dans les pantalons et un débardeur noir, comme s'il était un maître d'hôtel dans un restaurant chic. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Ouais, comme s'il arrivait d'une job de portier ou de quelque chose comme ça. Là. Il voulait donner bonne impression, j'imagine. Le pire uniforme, là, c'est pour un interrogatoire où tu risques d'avoir bien chaud. Hein, on s'entend en long comme ça. Là. Les enquêteurs lui demandent tout de suite de décrire la soirée. Jesse affirme que tout s'est bien passé, qu'ils ont fait 3 bars au cours de la soirée et que vers 21h45, ils ont quitté le 3e bar. Il dit qu'ils ont eu de belles conversations. Il indique aussi qu'il avait choisi le Sky City Hotel car c'était un lieu public et sécuritaire, car il avait peur que Grace soit un catfish et qu'elle en fait, elle ne soit pas celle qu'elle prétend être. Mm-hmm. Oui, évidemment. Ouais. Quand vient le temps de décrire la fin de la soirée, Jesse indique qu'après qu'ils aient quitté le bar à la sortie, ils se sont fait un câlin ainsi qu'un bisou sur les joues et ils ont dit qu'il allait se tenir au courant de leur plan pour les prochains jours. Selon sa version, ils ne sont pas allés plus loin, ils ne sont pas allés à l'appartement ni de Jesse ni de Grace. Le lendemain matin, Jesse indique qu'il s'est levé vers 9-10 heures le matin et qu'il est parti faire des courses tout juste après. Sa version semble crédible jusqu'à présent. Pendant ce temps, les autres enquêteurs ont noté plusieurs infos importantes en faisant le tour des caméras encore une fois. En fait, tout leur trajet au cours de la soirée ou presque est traçable via les caméras de la ville. Ceci dit, la plupart des caméras à Auckland sont à 360 degrés, ce qui permet de suivre avec précision là, les sujets, puisque la caméra peut ça c'est assez incroyable, là, elle peut se verrouiller sur les sujets que l'on marque. Là, elle peut traquer et suivre. Oui, c'est impressionnant quand même, ça. Oui, on voyait les caméras dans le centre d'achat, va les spotter. Puis là, on est en vue un peu 360, un peu en vue fisheye. Puis là, tout d'un coup, elle les voit. Puis là, on peut zoomer. Puis là, on n'est plus en mode fisheye. Puis la caméra s'ajuste au sujet. Oui. Je sais que c'est pas une nouvelle technologie en soi, mais c'est rare qu'on a vu ça dans des cas de true crime, des caméras d'aussi grande qualité. Oh oui, tu as raison. Vers la fin de l'interrogatoire, l'enquêteur sort de la pièce, mais les caméras roulent toujours. On voit Jesse qui se lève, qui a l'air bien nerveux. Il va ouvrir la porte pour s'adresser à l'enquêteur et lui demander « Je me demande, est-ce que je suis en train de me faire accuser d'un crime que je n'ai pas commis? » Ce à quoi l'enquêteur va répondre « Vous n'êtes actuellement accusé de rien, monsieur. » Ce ton inquiet va aussi éveiller un peu les soupçons. Il va toutefois être relâché en demeurant collaboratif. Ceci dit, quelque chose cloche dans la version de Jesse. Rappelons-nous qu'il dit s'être levé vers 9 ou 10 heures le lendemain de la soirée avec Grace. Les caméras de surveillance, par contre, de son bloc appartement indiquent qu'à 8 heures du matin, il prenait l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée en tenant une valise roulante au sol. Et plus encore, en remontant à la veille, on voit clairement Jesse et Grace entrer dans l'ascenseur ensemble et ils ont l'air à plutôt bien s'entendre car Jesse la tient avec le bras autour du cou. Dans sa première version, il disait avoir quitté Grace tout juste après le dernier bar vers 21h45 et qu'ils n'étaient pas rentrés tous les deux chez lui. Il n'en faut pas plus pour que les enquêteurs le reconvoquent pour un second entretien, car ils le considèrent maintenant comme un suspect dans l'affaire.
Oui, parce que prendre l'ascenseur avec une valise, ça ne regarde pas bien dans un dossier de disparition. Non, exact. Puis de dire qu'elle n'est pas venue, puis finalement, elle est venue. Oui, non, ça... Quand Jessie revient au poste pour son deuxième entretien, étrangement, sa version a complètement changé. Et ses vêtements aussi. Il est maintenant vêtu d'un simple t-shirt noir et de jeans. Ses vêtements plus légers vont se révéler être totalement adéquats pour la situation, car il risque de faire très chaud pour Jessie dans les heures qui suivent. Confronté aux preuves que les policiers ont recueillies, notamment sur les images où on le voit dans l'ascenseur à 8 heures du matin, Jessie répond qu'il s'est simplement trompé dans les heures car il était confus au moment du premier entretien. Mais il maintient sa version. Il va même affirmer aux policiers, sur la défensive, que s'il croit que la valise qu'il traîne sur la vidéo a servi à quelque chose de suspicieux, qu'il les invite à venir la fouiller dans son appartement, qu'elle est toujours bien là, vide, et n'a rien contenu de louche. Les enquêteurs prennent bonne note de cette invitation. Pendant ce temps, les autres collègues de l'enquêteur Scott Beard sont en train d'obtenir un mandat pour fouiller l'appartement de Jessie. Les enquêteurs ne manquent pas de munitions pour le faire craquer. Et plus ils le font parler, plus ils risquent de s'enfoncer dans un scénario qui va être difficile à maintenir. Ils vont d'ailleurs rappeler à Jessie que leurs spécialistes en scène de crime, qui sont très doués pour analyser les détails d'une scène, par exemple, détecter le sang qui a été lavé, détecter les traces d'ADN, les poils, les autres micro-indices. Oui. Rappelons-nous que Grace a été vue sur la caméra de surveillance de l'ascenseur alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement de Jessie, mais elle n'est jamais réapparue sur cette caméra. Scott Beard va donc confronter Jessie avec ce détail de la chronologie. Et c'est là que Jessie va changer sa version pour encore une nouvelle qui est encore plus troublante. Lorsque l'enquêteur Scott Beard confronte Jessie avec les images des caméras qu'il a vues dans le bloc appartement où il réside, Jessie n'a pas le choix de fournir des explications. De plus, l'hôtel où séjournait Grace a aussi confirmé que cette dernière n'était jamais retournée dans sa chambre ce soir-là, le Base Backpackers de Auckland. Jessie va donc tenter d'expliquer toutes ces disparités entre son témoignage et les preuves numériques qu'ils ont trouvées jusqu'à présent. Il affirme donc qu'il a bel et bien amené Grace dans sa chambre cette soirée-là et que tout était consentant. Il dit qu'une fois dans la chambre, Grace a commencé à lui parler du film 50 Shades of Grey et de sadomasochisme. Elle lui a dit qu'elle aimait certains trucs, entre guillemets, qu'elle a vus dans le film. Ils ont commencé à faire l'amour et ils se sont rapidement retrouvés sur le sol, sur le plancher de la chambre, selon Jessie. Il affirme qu'à ce moment précis, Grace a pris une photo de des parties génitales en fait de Jessie et que lui a fait de même en prenant des photos des parties génitales de Grace. Mais ça, bon... c'est weird, mais ça, une première date en plus. C'est ben oui, les filles, est-ce que vous nous direz ça? Là, c'est des histoires, me semble, pas de meurtrier, là, mais c'est des histoires de violeurs. Ben oui. Je trouve ça étrange. Je veux pas juger les gens qui font ça, mais en fait, c'est pas de prendre une photo, c'est surtout la première date. Là. Me semble que c'est assez rare que les gens sont si, peu pudiques. Là. Oui, mais tu sais, encore une fois, là, c'est bizarre. Il dit que c'est Grace qui a commencé. Ben j'imagine pas la fille en plein nébat prendre un beau souvenir de... Une photo de bisoune. Là. Les filles, généralement, n'aiment pas tant ça. Je pense pas qu'elle va la regarder plus tard. Non, c'est ça. Mais bon. Hein. Et
Par la suite, en fait, selon la version de Jesse, Grace lui aurait demandé de tenir ses bras très fort en serrant très fort. Et par la suite, il affirme qu'elle lui a demandé de la prendre à la gorge en lui faisant l'amour. Étrangement, Jesse ne se souvient plus de rien après cela. Il dit qu'il se serait endormi dans la douche et qu'au réveil, il aurait trouvé Grace sur le plancher sans réponse, avec du sang qui lui coulait du nez. Hey, s'endormir dans la douche. Ça Ben oui. arrive-tu à personne, ça? Tu sais, je veux dire, tu peux pas t'endormir dans la douche. Comment je n'arrêtais pas d'y réfléchir. C'est impossible. Ben oui. Même chaud, mort. Puis là, ils sont rentrés, ils ont quitté le bar à 9h45. Ben oui, il était pas chaud, mort. Là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Dormir sous la douche. Il aurait tenté de la réanimer en criant, en la bougeant dans différentes directions, mais sans succès. Il a constaté que Grace avait perdu la vie dans sa chambre. Il affirme donc que, selon lui, elle est décédée dans la nuit. Puis, tu sais, on remarque que Jesse est toujours en train de mettre le blâme sur Grace. Oui, hein? exact. C'est elle qui a voulu faire du sexe un petit peu plus hard. C'est elle qui a commencé à prendre des photos de ses parties génitales. C'est elle qui lui a demandé de serrer le cou. Comme si lui était, dans le fond, il était pour rien. Non, c'est ça. Il a suivi de balle. Il est toujours en train de blâmer la victime, bref. Et suite à ce deuxième interrogatoire, Jesse est officiellement un suspect dans l'affaire et les enquêteurs ne sont pas sûrs d'acheter sa version à 100%. Avec raison. Oui. Et pendant ce temps, les autres enquêteurs ont mis la main sur plusieurs pièces à conviction numérique et vont être en mesure de refaire la chronologie des événements à partir de ces preuves-là, car ils se doutent bien là, que Jesse ne leur dit pas toute la vérité. Tout d'abord, ils vont s'intéresser aux échanges de messages entre Grace et Jesse, autant là, sur Tinder, je vous rappelle, c'est là qu'il l'a rencontré, que via les autres applications. Jesse a envoyé à Grace un message sur l'application de rencontre et leur conversation est un témoignage glaçant de la façon dont il a persisté dans ses efforts pour l'amener à le rencontrer. Jesse a commencé la conversation fatidique en disant « Hey Grace, comment vas-tu? Tu as prévu quelque chose pour le week-end? » Elle lui répond « Hey, je vais bien, merci. Et en fait, c'est mon anniversaire demain, mais je n'ai rien de prévu. » Jesse alors lui répond « Oh, shit! Joyeux anniversaire pour demain. Tu as prévu quelque chose pour ce soir? »« Haha, merci, je n'ai rien de prévu, répond Grace. Il lui a alors proposé de sortir avec elle, mais elle a d'abord semblé hésiter en disant un oui peut-être. Hein. Tu sais, ça, tu fermes pas la porte, mais... Mais lui, persistant comme il est, il a dit « peut-être oui » avec 2 points d'interrogation, ce à quoi elle a répondu « convainc-moi ». Ouais, elle n'avait pas l'air sûre. Non, 100%. exact. Mais il a quand même ouvert une porte, là, je la culpabilise pas, là, mais... Il lui propose alors de se retrouver dans un endroit mexicain cool près de Sky City, dans le centre de Auckland, à un endroit qui fait des bons cocktails, en fait. Elle lui répond « OK, non pour le Mexicain, mais peut-être pour les cocktails. » Ensuite, Jesse écrit « OK, il y a quelques endroits qui font de bons cocktails, donc si on se retrouvait au Sky City. » À ce stade-ci, Grace, elle hésite encore, mais Jesse la pousse à sortir avec lui. « Je n'ai pas encore dit oui » avec un point d'interrogation qui lui écrit. Mais Jesse, que les policiers décrivent comme un narcissique, poursuit ses efforts pour obtenir un rendez-vous avec elle alors que leur conversation s'éternise dans la nuit. Là, il lui répond « Tu ne m'as pas dit non plus, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive? Ça serait bien », a-t-il envoyé comme message. Finalement, elle semble hésiter avant d'accepter. Elle lui dit qu'elle n'a que des vêtements décontractés, étant en voyage backpack sur elle, donc il lui répond que c'est très bien. Alors, c'est oui, on se retrouve près de Sky City, persiste-t-il? Il était près de 3 heures du matin là, lorsque Grace lui a dit « d'accord ». Et lui, il a demandé rapidement de l'ajouter sur Facebook, ce qui lui a permis de révéler son nom au complet. On comprend donc que Jesse a été très convaincant dans sa persistance. Ceci dit, Grace, qui n'avait pas l'air certaine au début, a finalement décidé de son plein gré de se prêter au jeu et de le rencontrer le lendemain. Oui, parce que c'était pas clair au début, mais elle s'est laissée tenter, puis bon, peut-être qu'elle se disait, c'est mon anniversaire, ça serait un peu triste d'être toute seule, donc pourquoi pas. Mais bon, elle savait pas tout ce qui allait lui arriver.
Et là, ben, on l'a dit souvent, les caméras de surveillance sont omniprésentes à Auckland, puis elles ont joué un rôle très important là, dans l'établissement de la chronologie des événements de cette histoire-là. Donc, au fil du temps, pendant tout ça, pendant les interrogatoires de Jesse, ben, apparemment que c'est quelque chose comme 6 terabytes de données qui ont visionné. Oh, quand même, okay. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ils ont réussi à retrouver plein de bribes à gauche et à droite et à packager ça et à faire une chronologie des événements qui est en fait là, très, très précise, vous allez voir, puis on va refaire le tour. Donc, je vais revenir un petit peu dans le passé de cette journée, en fait, du 2 décembre pour revenir selon les preuves numériques, puis confirmer enfin là, tout ce qui est arrivé. J'ai dit 2 décembre, mais c'était le 1er décembre. Oui, en fait. exact. Pardon. Donc, à 17h37, cette journée-là, Grace Millane, elle sort de son hôtel par la porte du lobby. Elle porte une belle petite robe noire alors qu'elle marche dans les rues de Décembre pour rejoindre son rendez-vous Tinder. On la voit marcher, c'est très clair. Elle a les cheveux, il me semble, détachés. Elle a du rouge à lèvres. Elle est prête pour sa date. Elle a un petit sac à main. Donc, il est 17h37 lorsqu'elle sort de son hôtel puis qu'elle se dirige vers Sky City. À 17h45, donc presque en même temps, Jesse Kempson, lui, le 1er décembre, il boit seul sur la terrasse du Bluestone Bar, juste avant d'aller rencontrer Grace Millane. Donc, on le voit seul sur la terrasse du bar. Il porte des pantalons foncés, des souliers noirs et une chemise bleu pâle. Et bon, c'est ça. Il boit seul au Bluestone Bar et éventuellement, il se lève et il quitte. Vers 17h48, c'est là que Jesse Kempson rencontre Grace Millane au Sky City après avoir organisé le rendez-vous sur Tinder. C'est en attendant Jesse, justement, qu'elle va prendre une photo du sapin de Noël et ils vont s'accueillir tous les deux avec un câlin que les policiers ont remarqué d'ailleurs lorsqu'ils avaient fait ce premier visionnement-là. Oui. Et c'est comme ça que leur rencontre commence. Quelques minutes plus tard, Grace et Jesse se rendent au Andy's Burger, qui est un genre de bar, de place de burger, là, qui est situé à l'intérieur de Sky City. Donc, il demeure dans le centre d'achat. On les voit d'ailleurs, là, je vous passe tous les détails, mais on les voit d'ailleurs marcher dans les corridors du centre d'achat, passer à côté un bon nombre de boutiques et entrer au Andy's Burger and Bar à l'intérieur. On les voit sourire et discuter. Ils ont l'air de passer du bon temps à cet endroit-là. Vers 19h12 maintenant, ils quittent le Andy's Burger and Bar pour se diriger vers le Mexican Café, qui est un autre restaurant. Sans doute lui où Jesse faisait référence la veille dans ses échanges de courrier. Bon, elle ne voulait pas manger du mexicain. Peut-être parce que pendant 6 semaines, elle a été en Amérique du Sud. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle en a eu comme elle voulait, mais bon. Et ce Mexican Café-là, apparemment, est en dehors du complexe de Sky City. Okay. Donc, ils vont y passer un peu plus d'1 heure avant que Kempson soit filmé alors qu'il paye l'addition vers 20h27. Donc, grosso modo, 1h15 plus tard à peu près. Et tout a l'air de bien se dérouler pendant le rendez-vous. On les voit sourire, tout ça. Ça a l'air à bien se dérouler. Ils ont des petits contacts physiques, rien de trop éloquent, mais quand même, ils ont l'air d'avoir une bonne chimie entre les deux. Là. Et vers 20h30 maintenant, Jesse retourne au Bluestone Bar, le Bluestone Room, par contre, le premier bar où il était allé seul, mais cette fois avec Grace. La caméra en noir et blanc, cette fois-ci, les filme alors qu'il semble avoir beaucoup de plaisir à la table. Il rigole d'ailleurs avec la serveuse. Il s'installe une petite table haute là, sur 2 tabourets. À 21h, ils ont été aperçus en train de s'embrasser au bar Bluestone Room sur la caméra. Encore une fois, Jesse passe son gros bras autour du cou de Grace en l'embrassant. Grace a accueilli son compagnon avec un sourire lorsqu'il est revenu à leur table au Bluestone Room après être passé par les toilettes. Et pendant ce temps-là, c'est là que Grace avait texté une amie en lui disant « On a si bien cliqué ». Et elle ajoute à son amie, elle lui donne des détails sur Jesse en lui disant « Il est gestionnaire dans le domaine du pétrole et il vit dans un hôtel ». Et c'est ce texto-là là, que l'ami va retransmettre aux enquêteurs. Oui, oui.
C'est pendant que Jessie était seule qu'il a laissé un commentaire sur la photo de profil Facebook de Grace pendant qu'elle était partie à la salle de bain ce même soir-là. C'est là qu'on le voit, il prend son iPhone, on le voit, il a l'air à pitonner quelque chose, et c'est là qu'il va lui écrire « Tu es belle et très rayonnante ». Et son message a finalement conduit la police à le retrouver, en fait, en tant que personne d'intérêt. Là. Donc c'est là que tout s'est joué. On le voit même à un certain moment fouiller dans le sac à main de Grace, imagines-tu, pendant qu'elle est partie aux toilettes. On le voit sur les caméras. Incroyable. Il n'a pas l'air à rien voler, mais bon, il regarde quand même, il fait quand même le tour de son sac à main. Là. Ça me mettait mal à l'aise. Oui. Faut-tu tout le temps que tu amènes ta sacoche au cas où? Là, oui, même aux toilettes en date, hein, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Hein? Même maintenant, là, avec la drogue du viol, le GHB et tout ça, là, une première date, je sais même pas si je laisserais mon verre. C'est parce clair. qu'il y a hein? tellement de cas aujourd'hui que faut tout le temps que tu sois sur tes gardes. Ben oui. Bref. Dites-nous, les filles, comment vous vivez ça, les dates à l'ère moderne. À l'ère moderne. Est-ce que vous allez à la salle de bain avec votre sac à main, avec votre verre, tout ça? On veut tout savoir. À 21h40, le duo est aperçu devant la porte du City Life Building. Donc là, c'est où réside Jessie, son hôtel. Il a d'ailleurs encore son bras autour de Grace alors qu'ils entrent dans l'hôtel. C'est quoi ce symbole-là hein, de... Femme à moi. Oui, c'est comme... je faisais des recherches là-dedans. Là, tu sais, lui, il est 6 pieds 4. Oui, Grace, costaud, elle est plus petite. Ouais. Il a tout le temps son gros bras autour de son cou, comme si c'était un body de boisson. Là, oui, exact. C'était puis, bizarre. Quand il l'embrasse, il apprend avec son gros bras. Ouais. Tiens, ma femme. Puis quand il marche dans la rue, même chose, tu sais. Mais je me suis renseigné rapidement en faisant des petites recherches sur le non-verbal. Puis c'est clairement un signe de contrôle, justement, un peu comme tu disais. Oui, j'en doute pas. Là. Si on fait du non-verbal à $2, là, parce que lui, c'est éloquent. À chaque fois qu'on le voit en contact avec Grace, c'est le bras autour du cou. Tu sais, puis avec son bras, tu vois qu'il pourrait lui briser le cou de rien. Absolument. C'est troublant un peu, en fait, je trouvais. On les voit là, traverser le hall d'entrée, puis prendre l'ascenseur vers le 3e étage, parce qu'évidemment, il y a une caméra dans l'ascenseur aussi. Puis, on la voit, Grace, avec Jessie dans l'ascenseur. Jessie, je ne sais pas s'il commence à être un petit peu Eve, mais il semble avoir de la misère à remettre sa carte dans son porte-monnaie. Là. On le voit, il a l'air à avoir beaucoup de difficultés. Et puis, finalement, la porte s'ouvre et il se dirige vers le corridor avec Grace. Et c'est les dernières images qu'on va voir de Grace Millane, en fait, Seb, à ce moment-là. Et à 8h AM, donc le 2 décembre, le lendemain matin, on le voit encore une fois, Kempson quitte sa chambre seul, vêtu différemment, et on le voit prendre l'ascenseur vers le rez-de-chaussée du City Life. Et là, je continue pour la journée du 2 décembre parce que là, on n'a plus aucune idée. On ne savait pas jusqu'à présent où est-ce que cette chronologie-là se terminait. Et là, tout ça, là où on s'en va, vous allez voir, c'est complètement nouveau. Donc, à 8h AM, il se lève, il se descend au rez-de-chaussée de son immeuble. À 8h07, il s'est rendu dans un magasin grande surface, Atrium, pour acheter une grande valise. Et là, il retourne à son appartement et repart pour aller dans un autre magasin pour acheter des produits de nettoyage. Il va payer à une caisse là, de service, de self-service. Là. Oui. Vers 10h42 ce matin-là, donc 2h30 plus tard environ, il embarque dans un Uber qui filme tout, encore une fois. Donc, on a la caméra du Uber, donc on peut vraiment tout suivre ce que Jessie fait dans sa vie. Et il se rend chez Apex Car Rental pour louer une voiture, là, donc une petite Toyota Corolla rouge. Si je peux faire une parenthèse sur... il y a de plus en plus, même Uber, dans l'application, les conducteurs filment, mais aussi pour se protéger. S'il arrive quoi que ce soit. Ben, c'est sûr. Je me rends compte que c'est une pratique de plus en plus courante, même ici. Ben oui. Bref, S'ils foutent le bordel en arrière, s'ils volent, peu importe. Là, il y a des conducteurs qui se font attaquer aussi. Oui, aussi, ça c'est clair, tout à fait. Donc, c'est ça. Il loue une petite voiture, une Toyota Corolla rouge. Okay. À 15h57, le 2 décembre, cette même journée, là, écoutez bien ça, ça va vous troubler. Écoutez bien ça. Alors que Grace gisait morte dans sa chambre d'hôtel, Jessie s'est rendue dans l'après-midi au bar Revelry à une autre date avec une autre fille. Et cette fois-ci, c'est une ex-journaliste à qui il avait envoyé un texto plus tôt dans la journée. Donc, il y a le cadavre de sa date de la veille dans son appartement et il en date une autre. Et c'est dégueulasse. Elle est toujours là.
Et les policiers ont retrouvé la date en question, la jeune femme, et elle a déclaré qu'ils avaient commencé à parler là, lors de leur discussion, elle et Jessie, de l'incapacité de la police à localiser des corps dans les Waitakere Ranges, qui est comme une région dans ce coin-là, on va en reparler, et qu'on lui avait dit que les chiens de la police ne pouvaient pas sentir les corps enterrés à plus d'1 mètre sous terre. Je me demande si c'est vrai. Ça. Donc ça, c'était sa conversation avec la date, là. Puis ils auraient aussi également parlé de la mort par strangulation lors de rapports sexuels et de la peine infligée à une personne ayant tué son partenaire lors de rapports sexuels. C'est étrange. Hein, il parle de tout ça à sa oui. date le lendemain. Et aussi, Jesse a fait mention de la difficulté qu'il a à trouver une valise assez grande pour y loger tout son matériel de sport. C'est particulier, hein? Imaginez-vous. Et là, la jeune femme a mentionné avoir quitté le rendez-vous subitement à ce moment-là en mentant à Jessie sur l'emplacement de sa voiture qu'elle avait garée. Donc, tout ça est filmé encore une fois. La date dure pas longtemps, là. Et on voit la fille se lever et elle se dirige dans un endroit qui n'est pas du tout là où sa voiture est garée pour essayer de semer Jessie parce qu'elle elle s'est rendue compte que red flag. Hein? Plusieurs red flags sur les conversations. À 17h42, donc cette date-là n'a pas duré très longtemps, Kempson retourne dans sa chambre et fait plusieurs allers-retours là, entre sa voiture de location et sa chambre. Vers 20h, il loue là, une balayeuse industrielle pour tapis et achète encore une fois d'autres produits de nettoyage. Vers 20h56, il redescend avec la balayeuse de tapis, donc environ 1 heure plus tard. Il gare ensuite sa voiture de location à l'extérieur de l'hôtel City Life, prend un chariot à la réception, monte à l'étage et revient avec le même chariot vers 21h30 qui transporte maintenant 2 grandes valises, dont l'une est la même que celle qu'il a achetée plus tôt. On suppose donc que le corps de Mylène se trouvait dans l'une des 2 valises, repliée possiblement là, en position fétale. Il a chargé les 2 valises dans sa voiture de location. On voit qu'il y a un peu de peine et de misère à le faire. Il l'a garé là, dans un parking pour la nuit, un genre de parking industriel. Cette nuit-là, les pistes numériques nous disent qu'à l'aide de son téléphone portable, il a cherché là, certains termes sur Google, en fait. Il a cherché « hottest fire », donc le feu le plus chaud, et Waitakere Ranges. Ça, c'est la chaîne de montagne de Waitakere qu'on retrouve dans ce coin-là, en fait, là, dans le coin de Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, il a fait des recherches cette nuit-là à partir de sa voiture, non pas forcément à partir de sa voiture, pardonnez-moi, après avoir stationné sa voiture. Donc, déjà, c'est weird un peu. Est-ce qu'il cherche à brûler quelque chose dans les Waitakere Range? Bizarre. À 6 heures, tôt le lendemain, on est rendu le 3 décembre. Il s'est rendu à Waitakere, ne s'arrêtant que pour acheter une pelle dans un magasin en dehors de la ville. On voit qu'il achète un autre truc là pour tenter de créer une diversion à la caisse, mais bon, la pelle est tellement grosse et évidente. Il est alors filmé encore une fois par les caméras de surveillance d'une quincaillerie grande surface. À 9h58 du matin, il se rend chez Mint Dry Cleaner pour y laisser des vêtements à laver. C'est un nettoyeur commercial. Et quelques minutes plus tard, il se rend à un lave-auto manuel pour y laver intensément sa voiture de location qui est couverte de boue. Et là, je pense qu'on n'a pas besoin de vous prendre par la main là, les distordus là, pour comprendre le scénario que présentent les caméras de surveillance. Et c'est pareil pour les enquêteurs. Donc, on a quelqu'un qui fait carrément des courses selon la liste d'épicerie de Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, c'est exactement ça que je pensais. C'est vraiment étrange. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas aux caméras. On dirait qu'ils ont l'impression même si tu sors de ta ville, il y a des caméras. Tu sais, tout est filmé partout. Toutes les transactions sont enregistrées. Puis il n'a pas acheté des tonnes de choses pour, dérouter. Là. Il a acheté une pelle. Non, en tout cas, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Effectivement. Bref, alors que Jesse est toujours en interrogatoire, les enquêteurs envoient tout de suite des spécialistes en scène de crime dans la région de Whittaker pour y investiguer car tout laisse croire que Jesse a enterré Grace là-bas. Jesse tente de les guider à distance vers le lieu, mais il reste très vague. Ceci dit, il ne prendra pas très longtemps aux policiers pour faire une découverte macabre. Le 8 décembre vers 16h,
près d'un réservoir, environ à 6 mètres du bord de la route, les policiers découvrent le corps de la jeune Grace dans une valise. Grace est complètement nue, en position fétale, entrée de peine et de misère dans la valise. On ne retrouve pas son téléphone, mais on retrouve une paire de boucles d'oreilles en anneau et un petit médaillon où il est inscrit « Freedom », retrouvé sur son dos. Ce jour-là, ils vont tenir une conférence de presse très difficile à supporter et ses parents seront dévastés d'apprendre cette nouvelle. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins, les autorités sont certaines d'avoir le coupable entre les mains. Mais ils n'auront pas une mince tâche, car ils devront prouver que sa mort a bel et bien été causée intentionnellement et non dans un accident de pratique sexuelle. Oui, parce que on s'entend que c'est vers ça que la défense de Jessie va se diriger. Oui, exact. Le 4 novembre 2019, le procès de Jesse Kempson s'ouvre à Auckland, où il est accusé de meurtre avec préméditation. L'accusation, dirigée par l'avocat de la couronne Brian Dickey, a soutenu que Jesse avait étranglé Grace à la suite d'un rendez-vous Tinder. La couronne a également déclaré qu'après l'avoir tué, Jesse avait effectué plusieurs recherches sur Internet pour savoir comment se débarrasser des corps et qu'il avait regardé de la pornographie sadomasochiste dans sa chambre. Dickey a également déclaré que Jesse s'était débarrassé calmement et sans ménagement du corps de Grace et de d'autres preuves, puis avait créé un labyrinthe de récits et de mensonges, entre guillemets, pour brouiller les pistes. Ben oui, il va avoir menti plusieurs fois aux policiers. Il a définitivement caché le téléphone de Grace. On l'a pas retrouvé nulle part. Il doit avoir quand même des preuves là-dessus. Oui. Apparemment qu'elle avait pris des photos de ses parties génitales à lui. Donc, c'est assez troublant tout ça, là. Ah oui, puis il regarde la porno après avec le corps à côté. On dirait que tout ça, moi, c'est pas de regarder la porno, c'est le fait que on dirait que ça n'a pas de sens. Puis ils ont trouvé, on l'a pas mentionné plus tôt, mais ils ont trouvé, lorsqu'ils ont fait des recherches au luminol dans sa chambre, à Jessie, dans son appartement, ils ont trouvé plein de sang là, un peu partout. Okay. Donc il y a eu, lui il disait qu'elle saignait du nez, là, mais elle aurait saigné plus que ça là, quand même, apparemment, selon les taches qu'ils ont retrouvées dans sa chambre. Là. Donc ça va être dur pour lui de se défendre c'est là-dessus. Là. 3 témoins féminins que Jesse avait également rencontrés sur Tinder ont déclaré qu'il aimait ça les relations sexuelles masochistes et le bondage, y compris l'étouffement. Même qu'une de ces filles-là a mentionné que justement elle avait peur pour sa sécurité, elle avait peur d'être violée là, par Jesse. OK. La couronne a également présenté des images de caméras de sécurité de Jesse et Grace, y compris sa location d'une machine à nettoyer les tapis au supermarché Calm Down de K Street. Un témoin expert de la couronne, le pathologiste Simon Stables, a déclaré que l'examen post-mortem du corps de Grace avait révélé des ecchymoses correspondant à celles d'une personne qui avait été attachée et asphyxiée. Le taux d'alcoolémie post-mortem de Grace, et ça c'est fou aussi, a été mesuré à 106 mg d'alcool par 100 ml de sang, ce qui est supérieur à la limite légale de 50 mg par 100 ml qui est fixée pour la conduite automobile. Mais là, j'ai une question. Le corps a été comme découvert quand même plusieurs jours plus tard. Il y a un aspect que je ne saisis pas au niveau médical. Comment ils font pour détecter son alcoolémie? Ça reste dans le sang si longtemps. Quand le corps meurt, est-ce que le foie arrête de traiter? Je ne sais pas si c'est ça qui permet de tu comprends ce que je veux dire? Après plusieurs jours. C'est sûr que j'ai pas la réponse. On n'est pas ni un ni l'autre pathologiste, mais tu sais, en fait, c'est le taux d'alcoolémie post-mortem. Donc, c'est sûr que ça doit s'évacuer après un certain temps, mais j'ai l'impression que justement, si le foie et les reins ne fonctionnent pas, ça doit moins s'évacuer. Oui, exact. Puis là, on n'est pas énormément. On est le 8 décembre, mais elle serait disparue possiblement le 2, le 1 ou le 1er. On n'est pas si tard non plus, donc il doit y avoir encore possiblement des traces d'alcool, surtout si les organes ne fonctionnent plus. Là. Non, exact, mais 4 jours, mais ce que ça veut aussi dire, c'est que sa quantité d'alcool... Ça serait 7 jours, oui, exact. Mais ça veut dire que sa quantité d'alcool devait être quand même assez élevée, volontaire ou non. Il y a possiblement. Ça aussi que je me demandais. Ça me laisse croire qu'ils ont peut-être continué à boire sûrement, dans la chambre de Jessie, parce qu'il était juste 9h45, effectivement, quand ils ont quitté. Bref, ça m'intriguait.
S'il y a des distordus qui ont cette connaissance-là, n'hésitez pas à nous le partager. L'équipe de défense dirigée par Ian Brookie soutient que la mort de Grace est le résultat d'une mésaventure sexuelle consensuelle entre Jesse et Grace. Selon eux, Grace s'intéressait au bondage et au sadomasochisme et avait demandé à Jesse de l'étrangler au cours d'une partie de jambes en l'air consensuelle qui avait mal tourné. Mais tout en reconnaissant que Jesse avait essayé de cacher et d'enterrer le corps de la victime, ils ont soutenu qu'il avait paniqué. Le témoin expert de la défense, le pathologiste Fintan Garavan, a contesté les preuves d'autopsie de la couronne, affirmant que ces blessures étaient compatibles plutôt avec un acte sexuel consensuel en raison de l'absence défensive, de blessures défensives, sur le corps de Grace. M. Garavan a également affirmé que la consommation d'alcool de la victime avait pu contribuer à sa mort. L'avocat de la défense, Ron Mansfield, a également soutenu que le fait que Jesse ait prétendu être riche et prospère découlait surtout de son insécurité personnelle. Oui, j'imagine. Ça change rien. Le procès a duré 3 semaines. Le jury, composé de 7 femmes et 5 hommes, a rendu un verdict de culpabilité le 22 novembre 2019 après avoir délibéré pendant 5 heures. Le verdict a été salué par les parents de Grace, David, qui est ensuite malheureusement décédé d'un cancer en novembre 2020. Oui, son père. Oui, et de Gillian, sa mère. Plusieurs membres du jury auraient pleuré après le verdict, et je les comprends. En Nouvelle-Zélande, le meurtre est passible d'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité avec une période minimale de non-participation de 10 ans, sauf lorsqu'une telle peine serait manifestement injuste, par exemple les meurtres par compassion. Les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une période de non-parole plus longue. Le 21 février 2020, Jesse est condamné à la prison à vie avec une période minimale de non-participation de 17 ans. Le 18 mars de la même année 2020, il a été signalé que Jesse ferait appel de sa condamnation et de sa peine devant la cour d'appel. L'audience d'appel a commencé à Auckland le 6 août. Et le 18 décembre, toujours en 2020, la Cour d'appel a rejeté bien sûr l'appel, bien que la Cour suprême ait ordonné la suppression du nom, que la suppression du nom reste en place jusqu'à une nouvelle décision de la justice. Parce que ça, on vous en avait pas parlé, mais pendant le procès, il diffusait pas le nom de Jesse dans les médias. Là. Il y avait comme une ordonnance de non-publication là-dessus. J'ai pas trop compris, j'ai pas trouvé pourquoi en tant que tel. Je sais pas pourquoi il le protégeait comme ça. Des fois, c'est pour sa sécurité à lui, oui, des fois. Ça, ouais. Mais c'était pas précisé. Mais bref, pendant un certain temps, personne ne savait exactement c'était qui. Le même jour, il a été signalé que les contribuables, écoutez ça, avaient payé plus de 400 000 $ en néo-zélandais pour l'aide juridique de Jesse. Ben oui. Ça doit, en tout cas, comme citoyen honnête et qui paye ses impôts, c'est frustrant. Oui, exact. Le 29 juin 2021, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation de Jesse de faire appel du verdict, épuisant enfin ainsi ses recours juridiques pour faire annuler sa condamnation. Il étire l'élastique tout le temps. Souvent, là, j'ai remarqué, les meurtriers et tout ça, là, ils vont toujours en appel, ils étirent toujours l'élastique. Puis c'est rare que ça fonctionne. Ah oui, ben lui, il était sûr qu'il pouvait prouver justement, la rough sex defense là, dont on va vous parler dans quelques secondes, parce qu'il pensait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, mais finalement, c'est assez clair. Là, puis peut-être même que c'était prémédité, hein, on ne sait pas. Exact. Oui, tu as raison. Il a aussi été également révélé que Jesse avait été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de viol, de violation sexuelle, de menaces de mort et d'agression lors de 2 autres procès pour violence sexuelle devant un juge en octobre et en novembre 2020. C'est 2 causes là, qui sont complètement indépendantes là, de l'affaire de Grace. Là. Donc, c'est un dangereux. Oui, c'est entre autres, je pense, pour ça, en fait, qu'il y avait un interdit de publication sur son nom. Parce que même le jury aurait pu se renseigner, tomber sur lui, savoir que, bon, il a déjà violé d'autres gens. Donc, ça peut biaiser le jugement. Exact. Mais tu sais, on voit à quel point c'est un dégueulasse. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis que c'était peut-être prémédité. C'est que
il y avait le même modus operandi avec d'autres femmes. Oui. Il les troublait, il rencontrait d'autres femmes sur Tinder. Justement, il a été coupable de 9 chefs d'accusation de viol. Il y en a beaucoup, là. Donc, tu sais, c'est un potentiel violeur, tueur en série, là, ce gars-là. Oui, puis une bonne chose qu'il soit comment dire, hors de circuit. Oui, c'est très triste pour la famille. Au moins, ça s'est réglé relativement vite. Ça a pris 2 ans quand même, mais dans des cas comme ça peut être plus long. Donc, au moins, ils l'ont trouvé rapidement. Puis toute cette surveillance de la ville de Auckland, du moins, si ça a servi à... Ça lui a pas sauvé la vie à Grace d'une certaine façon, mais ça a peut-être sauvé la vie de d'autres potentielles victimes. Oui, exact, t'as raison. Ouais. Puis, on voulait parler un peu justement de cette rough sex defense, Seb, la défense de sexe brutal, en fait, qu'on appelle, parce que c'est quelque chose qui existe, ça, hein, n'est-ce pas? Oui, exact. Puis, justement, ce type de défense-là, c'est également connu sous le nom de la défense 50 Shades, hein, selon le fameux roman et film que j'ai jamais lu, là, qui s'appelle 50 nuances de Grey, là, que vous devez sûrement connaître, qui est utilisé par certaines personnes accusées d'avoir tué un partenaire sexuel qui prétendent que la mort est survenue en raison de blessures subies lors d'un rapport sexuel consensuel. Le groupe de défense We Can't Consent to This a identifié entre 1972 et 2020 60 suspects ou accusés de la police au Royaume-Uni seulement là, qui ont déclaré dès le départ ou plaidé plus tard cette défense. Évidemment, en 1972, ils n'appelaient pas sûrement ça 50 Shades. Là. Ouais. 45% d'entre eux ayant abouti à une accusation moins lourde, à une peine plus légère ou même à un acquittement ou un classement de l'affaire. J'en reviens pas. Tu vois, ça vaut la peine de l'essayer. Mon Dieu, j'en reviens pas. Parce que c'est sûr que je sais que ça arrive. Ça, pour vrai, là, c'est déjà arrivé, là, des gens qui meurent par accident là, dans des situations de rough sex consentant. C'est pas illégal, là, tu sais. Mais dans ce cas-là, je doute. Là. Au Royaume-Uni, des amendements législatifs ont été proposés en 2020 et la défense a été effectivement interdite après l'adoption du projet de loi sur les violences domestiques en avril 2021. Et la défense de sexe brutal contre l'accusation de meurtre affirme que la victime a littéralement demandé le comportement qui a conduit à l'homicide et que l'homicide, en fait, est le résultat de la pratique sexuelle auquel la victime a consenti et qu'elle a peut-être même exigé. C'est pour ça, ouais, ça va loin, tu sais, dans exact. le consentement. Ça pousse le consentement à un autre niveau. Là. Oui, exact. Ça ne doit pas être évident à prouver en cours quand même. Bref. L'accusé est souvent condamné pour une infraction, comme on vous disait, moins grave, telle que homicide volontaire ou même homicide par négligence criminelle. Le 6 juillet 2020, les députés ont voté en faveur du projet de loi sur les violences domestiques qui a introduit dans la législation la jurisprudence R versus Brown, qui est dans le fond une décision là, de 1993 de la plus haute juridiction du Royaume-Uni, selon laquelle une personne ne peut pas consentir à des dommages équivalents à des lésions corporelles réelles dans le cadre du sadomasochisme, car le droit pénal, en général, abhorre les dommages d'une telle ampleur. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est que la loi sur la violence conjugale, de ce que je comprends, bypass cette défense-là de rough sex, étant donné que, bon, tu peux pas être, tu peux pas consentir à des blessures qui, dans un autre contexte, seraient un acte criminel. Exactement. En fait, c'est un peu pour ça. Tu peux pas t'en servir toujours comme excuse. Là. Exact. Donc, à quelque part, ça peut peut-être avoir fait bouger les choses de ce côté-là, le dossier de Grace Millane. De sorte que peut-être qu'il y a moins de gens qui vont utiliser cette défense-là pour tenter d'amoindrir leur peine. Ben, c'était toute une histoire, mon cher Seb. Merci les Distordus de nous avoir suggéré cette histoire-là. On la connaissait un peu, mais on s'était pas penché plus en détail, mais c'est carrément dans notre ligne éditoriale. Donc, continuez de nous suggérer des bons sujets d'épisodes. On a vraiment adoré. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Seb? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de cette histoire? Ah, mon Dieu, faut tellement être prudent. On dirait que moi, c'est l'aspect dating. On dirait qu'aujourd'hui, là, comme on disait un peu plus tôt, cet aspect-là, en fait, d'écouter son intuition. Dès que tu vois des drapeaux rouges
de quitter ou quoi que ce soit, là, parce que mais même là, on peut pas blâmer les victimes jamais, là. Mais on dirait que c'est ça, puis on n'est jamais à l'abri de ces dangereux-là qui comment dire, qui capturent puis qui attrapent dans leur filet plusieurs victimes, là, souvent dans des courts laps de temps aussi. C'est souvent des gens qui ont un certain charisme là, pour arriver à ça. Là, qui savent bien se présenter. Exact. Des beaux parleurs un peu. Exact. Là, donc, faut vraiment être méfiant, on dirait, de tout ça. Là. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, là, mais même chose un peu, c'est qu'on le voit, ce qui est triste dans cette over-surveillance-là, c'est que justement, à quelque part, on voit tous les textos qui se sont envoyés, tu sais, puis sans doute dans la vraie vie, on n'aurait pas accès à ça, c'est un peu voyeur, tu sais. Oui, puis on voit que Grace doutait un petit peu, puis à ce moment-là, je me dis, mon Dieu, moi aussi, tu sais, elle aurait dû écouter son intuition à ce moment-là, tu sais. Puis, mais moi, j'en reviens pas, tu sais, il a pris des photos. Il disait, j'ai pris des photos de ses parties génitales parce qu'elle a fait comme moi. Lui, il a carrément pris des photos du cadavre de Grace. Hein. Ah oui. Puis, tu sais, toutes ces photos-là ont été montrées au procès. Ses parents l'ont vu, tout ça. C'est du trauma que les gens n'auraient pas eu besoin de voir. Tu sais. Puis, on le voit avec une telle arrogance. Même dans ses autres procès, on l'a vu là, pour ses appels, dans le camp de d'autres trucs. Il est toujours d'une arrogance. Il y a un moment donné où il traite le juge de piece of shit à un certain moment donné. Là. Donc, vraiment, le gars est un narcissique qui se prend pas pour n'importe qui, là, qui est un grand menteur. Hein. Si un jour il y a un film sur lui, j'espère qu'ils vont faire le tour de ses traits de personnalité. C'est quelqu'un qui est un genre de mythomane, misogyne, qui mentait constamment, qui s'inventait des professions, des jobs, des titres. Mais c'était un gros loser, en fait. C'est souvent ça, en fait. Ben oui. Alors, c'est clair. Bref, encore une fois, merci les Distordus pour cette suggestion. On va suivez-nous pour l'after show aussi où on va parler de l'histoire de Carla Stefaniak pour nos membres Patreon abonnés au forfait Oui Monsieur. Un autre cas de disparition en voyage, ce cas-ci au Costa Rica. Donc, ça va être très intéressant d'en savoir plus là-dessus. Je voulais aussi remercier, mentionner quelques sources pour cet épisode-là. C'est beaucoup le New Zealand Herald. Moi, je tiens à donner un shout-out aussi au Côté Sombre podcast. Nos amis Jennifer et Colin qui ont traité de cet épisode-là aussi, qui ont fait beaucoup de recherches. Donc, shout-out à vous. Et en fait, il y a beaucoup sur YouTube. En fait, je crois que c'est le service de police de Auckland qui a mis en ligne, en fait, toutes les mis bout à bout, toutes les images de caméras de surveillance. C'est assez phénoménal. C'est quand même assez long. Oui, c'est 50 minutes de caméra. Oui, et toutes les interviews aussi sont intégrales sur YouTube avec Jesse Campson. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez ne pas aller voir si vous ne voulez pas en savoir plus non plus. Donc, on vous remercie. Vous savez où nous trouver, guys. On est partout. On est sur Twitter, on est sur TikTok, on est sur Instagram, Facebook. On a un groupe privé aussi sur Facebook. Oui. On est sur YouTube. Shout-out à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Absolument. Et on est aussi sur Patreon. Et là-dessus, on n'a pas le choix de donner un bon shout-out à nos abonnés. Je te laisse commencer, Seb. Oh oui, merci à Laïcia M, Jean V, le mystérieux Antoine, Cici Andrew et Joël N. Un gros shout-out à Bruno L, à Audrey-Anne D, à Carianne, à Punk Rock Jesus et à Guiton. Je poursuis l'amour à Marie-Christine B, Jennifer B, André B, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, Marie-Lou P et Carl M. Aussi un gros câlin à Julie B, à Émilie H, à Émilie LC, à LN23 et à Chloé D. Je poursuis en remerciant Zapatrax, Silual LD, Claudia V, Amélie G et Mylène P. Aussi beaucoup d'amour à Myriam P, Pierre-Olivier B, à Gilbert R, à Ariane L et à Picapi. Je poursuis high five à Caroline P, Dark A, Jave, Bou, T et Juliane L. Aussi, on veut donner beaucoup d'amour à Dominique L, à Karine D, à Tatou, à Christine et à Sonia M. Je poursuis en remerciant Catherine J, Benoît,
Kev Kaga, Caroline et Shannon D. On ne pourrait pas faire ce show sans l'aide de Cynthia, de Laurence L, de Benoît C, de Caroline P et de Ducati Rider. Shout out à vous. Merci. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous vous en allez en rendez-vous pendant un voyage, suivez votre intuition. Si vous n'êtes pas 100% confiant ou confiante, laissez tomber. Exactement.